Loin d'être une coïncidence, l'obtention d'un diplôme de l'École des beaux-arts de Paris par les architectes de nos 2 hôpitaux franco-américains s'inscrit dans un grand mouvement artistique et socio-culturel qui illustre ce graphique, qui est un graphique que j'ai publié dans une revue américaine. Euh, Précédé par la venue de jeunes médecins, un phénomène très important. Un très grand nombre de jeunes Américains vont étudier la médecine ou étudier la pathologie en France dans les années 1830, 40, 60. Donc l'admission à l'École des beaux-arts de près de 500 citoyens américains culmine pendant la Progressive Era, dans les années 1890-1900. J'étudie ce phénomène multigénérationnel ainsi que l'effet en retour de la Grande Guerre qui fut si significatif pour Charles Butler, l'architecte de Reims, et Nelson. Hein, on a déjà parlé donc de l'escadrille Lafayette. Butler part en France très tôt, avant que les Américains rentrent en guerre, et il construit un certain nombre d'hôpitaux à New York et en France. Sujet qui est intéressant et pas très bien connu. Et effectivement, Nelson est parmi vraiment les très... Il y a une poignée d'Américains qui font leurs études en France et qui y restent, et Nelson est parmi eux. Vous voyez donc cette coupure de la Grande Guerre qui est importante parce que vous voyez qu'après cette période, il y a beaucoup moins d'Américains qui vont étudier à l'École des beaux-arts, dont Nelson. Donc la commande hospitalière domine rarement le parcours d'architectes ayant étudié à Paris. Et là, je vous montre un peu le schéma de la possibilité d'études qui peut être plus ou moins longue et plus ou moins approfondie. Certaines personnes sont admises à l'école des beaux-arts, mais n'y restent pas très longtemps. D'autres vont jusqu'au diplôme, donc Butler et Nelson. Et j'ai fait un inventaire que vous voyez là, que j'ai commencé. Je ne suis pas du tout spécialiste d'architecture hospitalière, mais j'étais très intéressée par le fait de prendre ma liste d'élèves et de voir qui avait construit des établissements se reliant à la santé. Des hôpitaux, bien entendu, mais j'ai aussi regardé les écoles de médecine, les bibliothèques de médecine, les écoles dentaires, les sanatoriums, les dispensaires. Tout ce que je pouvais trouver à partir de cette liste, je l'ai indiqué, compilé dans ma propre liste. Voilà. Et donc, j'ai aussi compilé les publications qui relèvent du domaine de la santé. Et c'est en fait un document assez impressionnant. Et j'ai même tenu compte des étudiants qui n'ont pas tenté l'admission à l'École des beaux-arts, mais qui sont venus en tant qu'élèves libres. Hein, parmi eux, ces 2 architectes qui ont complété le projet du Johns Hopkins Hospital à Baltimore, qui est considéré comme un des hôpitaux les plus importants de cette période pour le changement de premier rang hôpital pavillonnaire. Je crois même plus aux États-Unis et en général. Donc, mon inventaire commence par la personnalité de Richard Morris Hunt, qui est le premier Américain à avoir été officiellement admis à l'École des beaux-arts. Et il a construit le Presbyterian Hospital, dont le plan, comme vous le voyez ici, a été très influencé par l'hôpital Lariboisière à Paris. Hunt avait de la documentation sur l'hôpital Lariboisière. En façade, il suit plutôt la mode de ce qu'on appelait à l'époque High Victorian Gothic, qui est plutôt plus influencé par la Grande-Bretagne que par la France. Et ce que vous voyez aussi, c'est notre problème, hein, je crois, qui est très important et qui n'existe ni à Reims ni ici, mais qui arrive très souvent pour des grands ensembles hospitaliers, c'est que la personne qui commence à le construire ne le termine pas et vous avez des projets qui changent complètement
qui ressemblent très peu au projet original, qui sont complètement engouffrés dans cela. C'est ce que vous voyez sur cette diapositive ici. Alors, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, le deuxième très grand architecte américain qui a fait ses études à l'École des Beaux-Arts, c'est Henry Hobson Richardson. Et ici, vous voyez sa première grande œuvre, grande commande, et l'édifice le plus vaste qu'il ait jamais construit, qui est un hôpital psychiatrique à Buffalo, dans l'État de New York. Donc, il réussit à trouver son propre style, le fameux style Richardsonian romanesque, qui est très robuste, à travers cette grande commande, qui est assez tôt dans sa carrière. Et ce que vous voyez, en fait, c'est un plan qui est très, très américain, pas du tout français, qui est celui inspiré par, enfin, qui est dicté par les théories du Dr. Kirkbride. Clara Yanni a beaucoup travaillé sur le sujet. Et donc, vous avez un Kirkbride amélioré, je dirais, ici, avec un plan très, très ouvert. Donc, aussi intéressant, c'est de voir que la référence un peu ecclésiastique que vous voyez au départ et qui se rapporte au fait que beaucoup d'hôpitaux ont une chapelle au centre de leur projet, surtout en France, disparaît un peu pour enfin, plutôt quelque chose qui ressemble à un château rhénan pour l'aile d'administration. Donc, Richardson a travaillé avec Théodore Labrouste, le frère du fameux architecte Henri Labrouste du Bibliothèque nationale, et il a probablement travaillé donc à l'Hospice des Incurables. Mais son projet est très américain. C'est un projet d'asile psychiatrique, hein, pas d'hôpital. Pardon, je me trompe toujours. Donc, à travers les États-Unis, vous voyez ici le travail des plusieurs architectes contemporains, enfin, des gens qui ont étudié en même temps que Butler à l'atelier de Victor Laloux. Et j'ai pu trouver un certain nombre d'hôpitaux pour enfants, donc hôpitaux au programme similaire à celui qu'il y avait à Reims. Je l'ai trouvé en général très intéressant et avec beaucoup d'idées. Comme vous le voyez, un certain nombre d'entre eux adoptent le plan en U, le système de la cour d'honneur. Et bon, là, il y aurait beaucoup de choses d'autres à étudier sur ce plan, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant au point de vue similarité et différence. Autre trouvaille dans mon inventaire, par exemple, ici, les hôpitaux conçus par des élèves de l'atelier de Jean-Louis Pascal, qui était l'architecte de l'école de médecine de Bordeaux et l'architecte de la Bibliothèque nationale. Aussi des architectes très connus, très importants, dont vous voyez une production très diverse, tant du point typologique que géographique. Et je termine avec un architecte français, Paul Cret, de Lyon, qui, après avoir été diplômé de l'atelier Pascal, a été embauché à l'école d'architecture de l'Université de Pennsylvanie, a été un très grand constructeur et Anne-Marie Adams vous en reparlera dans sa communication. Alors, ici aussi un autre exemple d'un architecte de formation Beaux-Arts qui a été très important pour le domaine médical, c'est Philip Sawyer de la firme York & Sawyer. Ici, vous avez une agence qui est doublement spécialisée dans les banques, y compris la Banque Royale de Montréal, qui est extraordinaire et que vous pouvez visiter maintenant, et dans l'hôpital. C'est un des pionniers de l'hôpital en hauteur, comme vous voyez par exemple le Babies Hospital, et de 1902. Vous êtes à New York, vous avez besoin de construire en hauteur, et c'est ce que vous trouvez ici. Vous voyez aussi un architecte qui a une très grande longévité d'activité et dont un des styles préférés est celui de la Renaissance italienne. Alors, encore un autre exemple qui m'avait paru très frappant et intéressant, c'est cet architecte aussi
qui a fréquenté l'atelier de Victor Laloux en même temps que Butler, qui était de Pennsylvanie, à qui on a confié la réalisation d'une école dentaire. École dentaire très, très significative, notamment beaucoup de Français s'y sont formés, hein, parce qu'il y avait un médecin, le Dr Evans, qui était le médecin dentiste de Napoléon III. Enfin bref, il y a une histoire très intéressante qui n'est pas bien racontée. Et quand j'ai regardé, je connaissais l'Institut George Eastman à Paris dans le 13e, mais j'ai préféré vous montrer celui de Bruxelles. Donc, à nouveau, philanthropie américaine de George Eastman, qui fait construire ces cliniques dentaires avec la principale pièce au milieu, qui est cet immense hall de pratique dentaire où pour des soins gratuits, et on voyait une typologie qui naît, je pense, à l'Université de Pennsylvanie et qui se développe. Donc un sujet à suivre. Alors, ici, je montre un schéma qui me sert de fil conducteur pour ma recherche, parce que la scolarité parisienne est une étape significative, mais dont l'impact se conjugue avec d'autres facteurs de réussite. Les bourses d'études sont rares pour aller à Paris, donc le passage par Paris demeure un phénomène d'élite. Qu'il soit de naissance ou par alliance, le capital social, tel que le décrit Pierre Bourdieu, dont bénéficie un grand nombre de nos protagonistes, facilite, voire même dicte, l'obtention de commandes hospitalières. Et vous voyez, comme l'attestent ces exemples ici, la commande hospitalière était souvent une histoire de famille à cette époque. Il fallait être bien introduit pour obtenir certaines commandes, puisque la commande est privée la plupart du temps aux États-Unis. Donc, j'ai toujours du mal. L'architecte formé à Paris possède donc un avantage quand il s'agit de rendre acceptable un séjour à l'hôpital aux membres de sa propre classe ou d'anoblir leurs œuvres philanthropiques. Les Américains riches, à la fin du 19e siècle, commencent à aller à l'hôpital. Avant, ils se faisaient soigner chez eux. Donc l'hôpital était pour les pauvres, pas pour les riches. Dans la banlieue résidentielle des élites, telle que celle que je vous montre ici autour de Boston, l'architecte Beaux-Arts contribue à faire de l'équipement de santé un objet de fierté civique. Important aussi, le fait que, c'est vrai à Saint-Lô, de montrer que vous avez une belle élévation, des équipements internes très soignés, avec aussi une intégration dans le paysage. Le paysage, effectivement, c'est un sujet qui me paraît aussi important, c'est le parc, les alentours de l'hôpital, comment ils sont réalisés. Aux États-Unis, le paysagisme souvent l'emporte sur l'architecture pour structurer la ville ou la banlieue, surtout avec des personnages comme Olmsted qui travaillent sur ces plans. Et vous voyez à quel point l'hôpital, qui ressemble presque à une grande maison, est complètement intégré à ce paysage. Mais ce sont des hôpitaux vraiment intéressants aussi à voir, petits hôpitaux, petits équipements de la banlieue résidentielle. Alors, les commandes d'hôpitaux peuvent aussi renforcer l'identité d'une minorité et être confiées à l'un de ses membres, dont la formation parisienne est un atout supplémentaire, que ce soit des membres de la colonie allemande, des personnes qui font partie de la communauté juive ou la communauté française. Et là, vous voyez l'exemple de l'hôpital de San Francisco, de Mor-Angustio, qui est un hôpital mansardé, en briques et pierre, assez français, confortable et bien équipé, que Mor-Angustio a donc construit pour la communauté française de San Francisco, dont il est issu. Mor-Angustio, par contre, fera sa carrière en France, il a fait des asiles, etc. Donc aussi un personnage intéressant qu'il vaudrait la peine d'étudier plus en détail. Également en Californie, la talentueuse pionnière qu'est Julia Morgan, première femme jamais admise à l'École des Beaux-Arts, bénéficie de commandes émanant de femmes
qu'elle soit médecin, mécène, et même de sa propre mère, qui lui commande une porte monumentale dédiée à son frère. Donc la facette médicale de l'œuvre de Julia Morgan n'est pas très bien étudiée non plus et mériterait de l'être. En reproduisant le caractère palatial de ces projets d'école, que vous voyez notamment en haut à droite, l'architecte Beaux-Arts se fait l'interprète de l'ordre établi. C'est ainsi qu'il traduit la doctrine « separate but equal », affectant les minorités noires. Ici, vous voyez un très bel hôpital de Washington, qui existe toujours, et avec la salle d'opération, que vous pourrez comparer à d'autres. Et il traduit aussi les velléités impérialistes du gouvernement fédéral, dont cet hôpital construit à Manille par Parsons, qui travaillait pour Daniel Burnham. Et vous voyez la ressemblance en matière de composition, d'horizontalité, de monumentalité de ces hôpitaux. Alors, pour analyser ces réalisations hospitalières à la lumière de la scolarité parisienne, je vous propose cette grille de lecture, dont Butler coche quasiment toutes les cases. J'y substitue la notion erronée de style Beaux-Arts, qu'on entend tout le temps aux États-Unis, par une liste d'acquis pédagogiques, que vous voyez au milieu, formelles ou fonctionnelles, et par des stratégies de carrière. Ça me paraît aussi très important de voir qu'on fait une carrière un peu à la française quand on est formé à l'école des Beaux-Arts. Donc, c'est mon système de référence, si vous voulez. Donc, ici, la structure d'accueil de l'atelier, donc je vous ai parlé de l'atelier vertical, est idéalement un lieu d'entraide sous la direction bienveillante d'un architecte qui gagna le Grand Prix de Rome. J'ai moi-même fait mes études dans les années 70 dans un atelier avec un Grand Prix de Rome. Butler attribue à son patron, Victor Laloux, l'architecte de la gare d'Orsay, de la gare de Tours, sa propre ligne de conduite qui privilégie le plan sur les façades. Et ça, je pense que ça peut se relier à la notion de fonctionnalisme dont Donato vient de parler. À son époque, les chefs d'atelier de l'école des Beaux-Arts ne construisent pas de grands hôpitaux. Ils en ont construit auparavant, mais pas à cette époque-là. Toutefois, cette maternité que vous voyez ici, qui existe toujours, et ce dispensaire, qui était, à mon avis, assez novateur pour leur époque, ont dû attirer l'attention de Butler, parce qu'ils sont, surtout celui-ci, il est à côté du Luxembourg, dans un quartier que fréquentaient énormément les étudiants américains. Pour rejoindre l'élite des diplômés, Butler se soumet à la gymnastique du projet rendu, qui est jugé de manière anonyme et exposé publiquement, mais sa feuille de valeur n'indique aucun sujet relié à la santé ou à l'hygiène. De tels sujets deviennent plus fréquents à partir de 1895, quand Julien Gadet rédige les programmes des concours. Tel que celui que vous voyez ici, c'est un programme un peu hybride, mais intéressant et très détaillé. Donc, ce que vous voyez aussi, c'est que les sujets sont traités comme des exercices de composition, à la symétrie quelque peu forcée, et les façades sont très inspirées d'exemples parisiens. Donc ici, un projet lauréat d'un étudiant américain, et visiblement, il a dû voir l'hôpital Bretonneau. Enfin, c'est ce qu'on attendait des étudiants, de reprendre des modèles français. Je vous présente maintenant, excusez-moi, 4 exemples d'emprunts directs. Premièrement, Ernest Flagg. Il triche sur son âge et passe l'admission à 30 ans révolus et en fait ne peut rester à l'école des Beaux-Arts que quelques mois. Enfin, voilà. Mais son ambition féroce, sa francophilie militante et l'appui des Vanderbilt, qui font partie de sa famille,
l'aide à remporter le concours pour le St. Luke's Hospital de New York. Adapté à l'échelle new-yorkaise, les emprunts à ce qu'on nommait French Renaissance à cette époque manquent un peu de raffinement, mais arborent une certaine logique fonctionnelle, ce que j'ai essayé d'exprimer à travers la correspondance entre extérieur et intérieur. Et vous noterez la configuration de l'amphithéâtre de chirurgie qui est placé sous la coupole et qui abrite c'est un sujet dont on reparlera Anne-Marie Adams. Donc, c'était à l'époque où on pouvait assister à des opérations. Aux antipodes de la réussite scolaire à l'école des beaux-arts, Friedlander réinterprète ses projets d'école pour ce grandiose, que j'appellerais un hôtel des Invalides. C'est un projet, il y avait beaucoup de vétérans à qui il fallait trouver un lieu de cure, et vous en trouvez à travers les États-Unis. Et ceci est un des exemples les plus frappants de ce que les Américains appelaient à cette époque « modern French », et ce qui, à mon avis, est le plus proche de ce qu'on pourrait appeler un style beaux-arts. Donc, il abrite désormais une école de médecine, et c'est vraiment c'est dans le Tennessee, in the middle of nowhere, mais c'est assez magnifique. Venu enseigner au MIT, qui est vraiment la première école d'architecture aux États-Unis, l'architecte Despradel joue la carte du surdimensionnement décoratif qu'il avait fait briller au firmament de l'école des beaux-arts. Vous voyez son projet gagnant pour le concours Rougevin et pour le concours Labarre. Et donc, il remporte, grâce à, je pense, à ce qu'il a déjà appris à l'école des beaux-arts, le concours pour ce grand hôpital de Boston. Alors, concours, et au final, l'entrée est en briques et pierre du bâtiment d'administration que vous voyez à l'extrême droite, ressemble plutôt à ce qu'on appelle Georgian aux États-Unis. Mais l'organisation rationnelle des pavillons en peigne, qui était déjà très présente au concours, continue. Donc aussi, je pense que ça serait un bon cas d'étude pour voir les rapports entre beaux-arts et architecture hospitalière. L'auto-inspiration, qui n'est pas du tout condamnée à l'école des beaux-arts, permet à l'architecte Shapley de synthétiser le gothique ogival, comme son grand-père Richardson s'était inspiré de l'art roman. Donc ici, vous voyez, moi je crois que c'est un extraordinaire bâtiment à New York, qui est un bâtiment à hôpital, école de médecine, etc. Et vous voyez comment Shapley a repris un peu l'analogie religieuse et la grandeur des projets à travers une différence de style. Autre exemple d'un magnifique exemple d'hôpital à gradins encore, de style art déco, c'est celui de Gould à Seattle. Et vous voyez ici que Gould a excellé à l'école des beaux-arts avec les épreuves de modelage. Et je pense que cette notion de modeler la glaise aide aussi à créer ces volumétries très particulières des hôpitaux de cette époque aux États-Unis. Tentons d'illustrer les parcours si féconds de Butler et de Rogers. Notez par exemple leur médaille de construction, qui, à mon avis, présage de professionnalisme et de maîtrise des grands chantiers. Ce n'était pas facile de gagner cette épreuve, hein, très difficile. À New York, Butler peine à percer dans un milieu professionnel comprenant la plus forte proportion de beaux-arts architectes hors de France. Il tâtonne, il est partenaire avec d'autres architectes, il gagne, et finalement, petit à petit, il va devenir un spécialiste de l'architecture hospitalière et construire aussi de très grandes réalisations, et aussi un très joli exemple d'art déco. Donc, Butler s'achemine lentement vers sa spécialité hospitalière, qui est consacrée par une monographie en fin de carrière, cette monographie called Hospital Planning. De même, Rogers
Vous voyez son parcours ici. Il est issu de la classe moyenne, mais il est avantagé par son passage par Yale, où j'ai moi-même fait mes études, et il a beaucoup construit à Yale. Il est aussi avantagé par sa familiarité avec les gratte-ciel de Chicago. Il a travaillé à un moment pour Jenny and Burnham. Et à Paris, son palmarès est un peu supérieur à celui de Butler, mais il faut aussi noter la rapidité de sa scolarité qui présage de sa productivité professionnelle. Et tout comme Butler, la Grande Dépression donc, des années 30 et le New Deal le font se consacrer exclusivement aux commandes de santé. Il commence à faire, c'est là où il trouve du travail, c'est là où il est spécialiste et reconnu. Tenons donc compte de ces deux parcours pour saisir dans toute sa complexité la carrière franco-américaine de Nelson, qui est né dans la ville où exerce Rogers au départ. Il passe par la case Ivy League en allant à Princeton. Il est excellent élève à l'école des beaux-arts. C'est un habile ensemblier et décorateur, une autre spécialité beaux-arts. Et puis, il est témoin des dernières tendances hospitalières pendant son exil. Donc là, c'est un peu un work in progress, là, mais vous voyez que, bon, certes, Nelson est le champion de la modernité, mais je crois qu'il y a quand même un bel héritage beaux-arts qui l'aide à concrétiser ses visions. Donc, je voudrais aller assez vite sur un autre un thème, c'est celui du sanatorium. Parce qu'il y a un très gros intérêt pour le sanatorium à l'École des Beaux-Arts vers 1890 et aussi parmi ses anciens élèves américains tels que Bigelow, comme vous voyez à gauche. Donc, comme le prouve cette charte que j'ai faite, le sanatorium, qui est un programme moins complexe que celui du grand hôpital moderne, devient un sujet de concours et de diplôme assez populaire à l'École des Beaux-Arts. On pense toujours aux grands mausolées, etc., mais les étudiants s'intéressent à des projets pratiques de sanatorium. Le diplôme de l'Américain Van Pelt, qui est un des 3 premiers Américains à passer son diplôme, est exposé au Salon des artistes français, ce qui n'est pas entièrement nouveau, mais qui est quand même très prestigieux. Et il figure ensuite en couverture d'un traité médical que j'ai trouvé ici. Et le médecin, Dr. Klebs, qui a aussi une formation française, franco-américaine, l'auteur de ce traité confie à Van Pelt la mise en forme d'un sanatorium idéal, que vous voyez au milieu. C'est un schéma vraiment grandiose et très abstrait, qui est dans la lignée de ce qu'avaient proposé les logistes du concours de Rome au moment même où Van Pelt préparait son programme. Donc ici, j'appelle ça un beau plan, qui n'est pas forcément très réaliste, comme vous le voyez. Toutefois, l'avenir appartient à des plans beaucoup plus ouverts et linéaires pour les sanatoria, qui procurent aux malades une exposition solaire optimale. Et à Saint-Lô, les 2 derniers étages sont pour les tuberculeux. C'est ainsi que Lucien Magne, qui est responsable des épreuves d'histoire de l'architecture à l'École des Beaux-Arts et qui est donc bien connu des élèves américains, conçoit ce très grand sanatorium près de Paris, qui existe toujours. Magne, là il y a aussi un sujet mal connu, rapport France-Amérique. L'Allemagne aussi rentre en compte, hein, c'est très international, mais j'ai trouvé ce plan par Rogers aussi pour illustrer un projet. Rogers à Yale est ami avec le fils du docteur Trudeau, qui était le pionnier du sanatorium outre-Atlantique. Donc, histoire intéressante à rechercher davantage. Donc, aux États-Unis, la commande publique de sanatoria se développe au tout début du XXe siècle. Ils étaient privés avant, maintenant ils deviennent publics. Et certains élèves des beaux-arts prouvent leur maîtrise de la grande échelle en produisant des plans dignes des concours Labarre ou Chenavard. Donc 2 exemples ici d'immenses sanatoria, l'un à Cleveland, l'autre à côté de New York. Mais d'autres, comme Van Pelt et Julia Morgan, dont je vous ai parlé, raffinent plutôt la formule du cottage en bois, qui traduit l'acquis beaux-arts ce que j'appelle le pittoresque domestiqué
discipliné, pardon, le pittoresque discipliné. L'école des beaux-arts, on dit toujours c'est entièrement monumental et c'est entièrement classique. Je trouve qu'aussi le pittoresque est traité d'une certaine manière. Dernière diapo, démoli, défiguré, laissé à l'abandon, reconverti en hôtel ou appartement de luxe, les équipements de santé que je vous ai présentés méritent d'être mieux documentés. Cette présentation était l'objet de plusieurs mois de recherche, mais elle demeure vraiment ce qu'on appelle un work in progress. Et vos questions et commentaires seront les bienvenus. Merci beaucoup.